Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à North Africa Talks, le podcast traitant de l'actualité géopolitique de l'Afrique du Nord. Un podcast proposé par le Bureau Afrique du Nord de la Fondation Rosa Luxembourg. Nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Brahim Kass, chercheur en géopolitique, spécialiste de la zone MENA, grand connaisseur de la péninsule arabique, lui-même athlète et grand amateur de sport. Monsieur Kass, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter encore un peu plus à nos auditeurs? Bonjour Akram Khraïef, je vous remercie de votre invitation. Comme vous venez de le signaler, écoutez, je suis chercheur en géopolitique du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, plus spécialement l'Arabie Saoudite et les nouvelles relations bilatérales, avec une spécialisation sur la géopolitique du sport en général et celle de l'Afrique du Nord en particulier. Donc je termine une thèse de doctorat donc en géopolitique sous la direction de Pascal Boniface, puis celle de Derek Elzein. Et aujourd'hui, mes travaux portent plus particulièrement, comme je viens de le dire, sur la géopolitique du sport en Afrique du Nord. D'ailleurs, je reviens tout juste des États-Unis où j'ai eu à intervenir dans une conférence qui était dédiée au sport, le lien entre sport et politique. Voilà brièvement un petit peu mon parcours, mais je le préciserai si vous le souhaitez. Merci. Donc, nous sommes à peine quelques jours après, ou quelques semaines après le déroulement de la CHAN, donc qui est la Coupe d'Afrique des locaux qui s'est déroulée en Algérie. On est à peine quelques mois après le déroulement des Jeux méditerranéens à Oran, en Algérie toujours, et surtout à quelques mois de la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar, pays arabe, une première historique qui a fait naître énormément de polémiques un peu partout dans le monde. En plus, ça a été l'occasion pour la première fois à une équipe africaine et nord-africaine, certains diront même arabe, à atteindre le dernier carré du mondial. Donc, quelle interprétation faites-vous de l'irruption du sport mondial dans la région Afrique du Nord, dans la région MENA de manière plus générale, mais surtout en Afrique du Nord, comme élément de géopolitique, de rivalité et de soft power? Écoutez, votre question est intéressante à double titre, puisqu'il y a trois questions en une. Vous parlez effectivement de la CHAN, des Jeux méditerranéens et de la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar. Écoutez, en première réponse globale, je vous dirais que depuis des temps immémoriaux, le sport et la politique sont étroitement liés, comme l'atteste la trêve olympique dans la Grèce antique, justement. Donc je fais un retour dans l'histoire pour tenter d'éclairer le présent. Et l'utilisation du sport comme outil diplomatique sont nombreuses. Alors, avant de vous parler de l'Afrique du Nord, donc je ferai un détour sur d'autres continents. Quand je dis qu'un outil diplomatique, rappelons-nous de la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les États-Unis, ou la diplomatie du hockey entre le Canada et l'ancienne Union soviétique, ou encore les épisodes de diplomatie du baseball entre Cuba et les États-Unis. Mais en fait, aujourd'hui, qu'en est-il de la géopolitique du sport en Afrique du Nord, en fait, qui est le sujet que vous me proposez aujourd'hui, Akram? Je dirais que le lien entre sport et politique n'est pas toujours évident à première vue, parce que les acteurs veulent profiter de l'exposition médiatique des grands événements sportifs mondiaux. Et l'un des éléments que vous citez, le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar a été un grand moment, à la fois pour le monde, mais pour le monde arabe, parce que vous venez de le signaler, pour la première fois de son histoire, un pays arabe et musulman, le Maroc, a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Alors, je dirais que cette Coupe du Monde au Qatar a été une réussite à double titre. Le premier, c'est que vous avez un autre pays arabe, donc le Qatar, qui a démontré sa capacité à organiser un grand événement sportif international. Je rappelle que les grands événements sportifs tels que la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, mais nous en parlerons peut-être plus tard si vous avez une question sur les JO, Akram, vous avez plusieurs milliards de téléspectateurs qui, à un moment donné, regardent tous en même temps, ont eu leur regard sur le Qatar. Je dirais que
Qui connaissait le Qatar il y a encore 20 ans? Aujourd'hui, le Qatar est connu de presque tout le monde en ayant organisé cette Coupe du Monde. Il était connu déjà cette dernière décennie avec d'autres événements sportifs de renommée mondiale, mais la Coupe du Monde était un moment inédit et surtout, je veux dire, aujourd'hui, les organisations internationales telles que la FIFA ont octroyé la Coupe du Monde à un pays arabe dont c'est inédit. Le second point, c'est que dans cette même Coupe du Monde organisée par un pays arabe, vous avez donc un autre pays arabe et musulman, le Maroc, qui a défié, je dirais, qui a surpris tout le monde en ayant atteint le dernier carré de la Coupe du Monde. Et donc, à votre question, qu'est-ce que ça nous apporte? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Qatar, qu'il connaissait il y a 20 ans, aujourd'hui, le Maroc, en arrivant en quart de finale, est connu de l'ensemble du monde. Ça peut paraître évident, mais comme je vous l'ai dit à l'instant, je revenais des États-Unis il y a un peu moins d'une semaine, où j'ai donné une conférence justement sur la politique du sport, la géopolitique du sport en Afrique du Nord. Aux États-Unis, peu de gens connaissent, je dirais, l'Afrique du Nord. Or, aujourd'hui, la Coupe du Monde, en parlant avec des Américains, des acteurs géopolitiques, cela a permis de mieux focaliser le Maroc sur une carte du monde, comme le Qatar. Voilà une première réponse à vos questions. Vous avez évoqué me semble-t-il, les Jeux méditerranéens, c'est bien ça, et la CHAN en Algérie. Tout à fait. Écoutez, sur la CHAN en Algérie, la première idée qui me vient, c'est la rivalité entre les deux grands frères ennemis du Maghreb, de l'Afrique du Nord, que sont l'Algérie et le Maroc. Je veux dire, comme vous le savez, la délégation marocaine n'a pas pu venir en Algérie et assister à la CHAN. Pour quelle raison? Les autorités algériennes n'ont pas autorisé à ce que la Royal Air Maroc puisse survoler son territoire aérien, vu que les relations diplomatiques ont été coupées, si je puis dire, depuis une année, depuis août 2021, si ma mémoire est bonne. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? On voit que le sport peut être un outil de facilitation entre les États, entre les acteurs. Le stade est un lieu de rencontre, de discussion. Mais le sport peut être aussi en même temps un élément d'exaspération des tensions entre les acteurs et les États. Donc cet exemple nous montre, comme je le disais dans mon exposé liminaire, que le sport et la politique sont étroitement liés. Alors, quelles conséquences on peut tirer de cet événement? L'Algérie a montré qu'elle pouvait également organiser des grands événements sportifs, tels que la CHAN. D'ailleurs, elle a montré aux yeux du monde, en tout cas aux yeux de la FIFA et du continent africain, qu'elle possédait de grands stades, merveilleux stades qui ont été décrits par les acteurs. Mais en même temps, l'Algérie aussi, alors quand je dis l'Algérie, les acteurs algériens, quels sont-ils, je ne saurais vous dire précisément, ont montré également, notamment à la FIFA, qu'elle a, je dirais entre guillemets, empêché la délégation marocaine de jouer sur son sol. Dans l'éthique sportive, c'est un élément malheureux. Et surtout, la conséquence qu'on puisse tirer de cet événement-là, c'est quid de l'attribution de la CAN 2025 qui va intervenir dans les mois prochains, ce mois-ci d'ailleurs, très bientôt. Le Maroc est candidat, l'Algérie est candidat et d'autres pays africains sont candidats. Donc l'Algérie va-t-elle subir les conséquences de son refus d'accueillir la délégation, d'avoir accueilli la délégation marocaine sur son sol pour l'attribution de CAN? Nous allons le voir dans les prochaines semaines. Sur les Jeux méditerranéens qui ont été organisés en 2022 en Algérie, à Oran, la deuxième grande ville algérienne, les Jeux méditerranéens sont considérés, en tout cas je considère, comme des mini-jeux olympiques qui ont réuni 25 pays
25 pays, dont quelques pays européens du pourtour méditerranéen, dont la France. Là aussi, l'Algérie a montré... Et dont le Maroc aussi, qui a participé, malgré la fermeture de l'espace aérien algérien. Le Maroc a tout de même envoyé une délégation. Oui. Exactement, j'allais y venir justement. Donc, il y a eu un grand événement des Jeux méditerranéens qui ont été un grand moment sportif. Et effectivement, la délégation marocaine a participé aux Jeux méditerranéens de 2022. Donc, je dirais la question qui nous vient aujourd'hui, que s'est-il passé entre l'été 2022 des Jeux méditerranéens et la CHAN en début 2023 pour que, dans un premier temps, l'Algérie accepte que un avion... non, l'Algérie n'avait pas accepté qu'un avion de la RAM... Oui, c'était pas un avion de la RAM, effectivement. Oui, tout à fait. C'était un avion espagnol, il me semble. C'était un avion espagnol. Quoi qu'il en soit, je dirais même si c'était dans un premier temps un avion espagnol qui a transporté les délégations marocaines sur le sol algérien pendant le Jeux méditerranéens, le Maroc a souhaité que ce soit un avion de la Royal Maroc qui est son droit absolu, si je puis dire. Il n'y a pas d'avis à porter là-dessus. Il s'est passé quelque chose d'important entre l'été 2022 et le 2023 pour que la délégation marocaine ne puisse pas revenir sur le sol algérien. Alors, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Quels sont les tenants aboutissants qui ont mené à cette affaire? Nous le saurons, je pense, plus tard, à ce niveau-là. Mais pour l'éthique du sport, je pense que c'était un moment dommageable. C'est-à-dire que dans ce moment-là, nous voyons deux grandes équipes, enfin deux grands pays, en tout cas d'Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie, qui n'ont pas su surmonter leur rivalité aux yeux du monde. Nous parlions du Qatar tout à l'heure. Quid de la question si demain l'Algérie ou le Maroc devaient organiser une Coupe du Monde? Mais le sport, ce n'est pas aussi des épisodes heureux entre les nations, c'est aussi des guerres, malheureusement. On se rappelle la guerre du football entre deux pays, entre le Salvador et le Nicaragua, il me semble. On se rappelle aussi du déclenchement... avec l'Uruguay aussi, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On se rappelle du déclenchement de la guerre des Balkans. La guerre de Yougoslavie a commencé après un match de championnat entre deux équipes yougoslaves. On se rappellera aussi des différents boycotts de Jeux olympiques, ceux de Moscou, ceux de Los Angeles. Donc, le sport est éminemment politique et il est aussi parfois outil de coercition et outil de diplomatie agressive, pas que bénéfique. Est-ce que on pourrait s'attendre à une exacerbation justement de ces rivalités qui s'exprimeraient à travers le sport, ou bien est-ce que il y a des dynamiques à l'intérieur, vous qui connaissez bien le domaine du sport dans la région, est-ce qu'il y a des dynamiques pour justement essayer de parvenir plutôt à des solutions entre les pays, entre les différents acteurs? Écoutez, tout ce que vous venez de dire, je m'inscris pleinement dans tout ce que vous venez de dire. D'ailleurs, dans mon introduction, je vous disais avec d'autres mots ce que vous venez de me dire, que le sport est un élément de pacification, où le stade est un lieu de discussion, mais qu'il est en même temps aussi un moment de rivalité. Lorsque je vous disais tout à l'heure que les outils diplomatiques du sport sont nombreux, en rappelant la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les États-Unis, la rivalité entre l'ex-Union soviétique et les États-Unis, le moment sportif est aussi un moment où on montre ses muscles, quel est le plus fort. Dans le nombre de médailles, par exemple, aux Jeux Olympiques entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'était le nombre de médailles, si vous voulez, qui montrait la force ou la puissance d'un pays. Vous venez de rappeler effectivement les événements dramatiques du sport en passant par les Balkans ou sur le territoire de l'Amérique du Sud. Alors à votre question, je ne lis pas dans la mare de café.
pour dire quelles vont être demain les relations, si vous visez justement les relations entre le Maroc et l'Algérie. Je dirais que les deux pays ont intérêt, d'un point de vue extérieur, surtout je pense à l'outil du soft power, la puissance douce, si on peut la traduire, quoique la traduction est quelque peu inefficace en français. Mais le soft power, qui est un élément inventé par le théoricien américain Joseph Nye, désigne, si vous voulez, l'attractivité d'un pays, comment donner envie, et par extension, je dirais moi-même, c'est comment se faire aimer. Comment se faire aimer pour justement recevoir, bénéficier l'attribution de grands événements sportifs tels qu'une Coupe du Monde. Donc j'essaierai d'apporter une réponse globale à votre question sur comment vont être les attitudes des deux pays, en l'occurrence le Maroc et l'Algérie, à l'avenir. Je dirais que les deux pays ont intérêt, dans une perspective de soft power, vis-à-vis en direction de la FIFA ou du CIO, d'apaiser leurs tensions. Le Maroc a candidaté 5 fois à la Coupe du Monde. Il me semble qu'il recandidate pour 2030. L'Algérie aujourd'hui n'a pas fait acte de candidature, mais ce ne serait pas une surprise qu'il le fasse. Donc, ces deux pays ont intérêt, ou même à s'associer. J'écrivais dans un article dernièrement, dans une idée de prospective, que justement, il pourrait y avoir une co-candidature de la Coupe du Monde entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Il semblerait, justement, selon quelques indiscrétions au niveau de la CAF et de la FIFA, que lors de la précédente candidature, le Maroc l'Algérie ait approché le Maroc pour qu'il y ait une candidature commune, et que le Maroc aurait ou avait préféré proposer à l'Espagne de partager une candidature, chose éminemment difficile puisque les deux équipes, les deux pays sont sur des territoires de confédérations différentes, donc UEFA et CAF, et que ça n'a pas abouti. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais elle semble très très crédible. Elle a été rapportée par des officiels de la FIFA et de la CAF. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire travailler ces deux pays ensemble? Et surtout, est-ce que vous ne pensez pas que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ont pleinement leur chance pour organiser des Jeux Olympiques qui n'ont jamais été organisés en terre africaine? Alors, effectivement, j'ai eu oui dire de l'hypothèse que vous exposez. Je ne saurais vous dire quel crédit je lui accorde. Néanmoins, si cette hypothèse est avérée, c'est, je dirais, dommage, mais nous ne lisons pas dans la mare de café. Mais le plus important, c'est ce que vous venez d'exposer, ce que je vous disais dans le papier que j'avais écrit en exposant cette hypothèse. Cette co-candidature entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Je dirais sur le papier, c'est punchy, si vous m'autorisez l'expression, mais surtout... c'est sexy, même. Sexy, même. Merci, je n'osais le mot. Je vous remercie de me prêter le mot. Mais surtout, soyons pragmatiques. Pour que l'un des trois pays, ou l'ensemble des trois pays, pour que l'un des trois pays maghrébins puisse organiser la Coupe du Monde de football, ils auraient plus de chance en s'alliant. C'est aussi pragmatique que cela. Je veux dire, je rappelais à l'instant que le Maroc a candidaté 5 fois en vain. Donc aujourd'hui, et surtout, ce que nous disions au préalable, c'est que le sport et la politique sont étroitement liés, et aujourd'hui, les organisations elles-mêmes intègrent la dimension politique dans l'attribution des grands événements. Surtout le comité olympique,
et j'y reviendrai juste après, et j'évoquerai effectivement les Olympiques et le continent africain, mais aussi la FIFA. Aujourd'hui, la FIFA a intérêt, si je puis dire, ou souhaiterait en tout cas contribuer à être un faiseur de paix. Donc, je veux dire, une candidature Algérie, Maroc, Tunisie serait forcément un dossier solide. Quant à la question des Jeux Olympiques, qui est quelque peu mon dada, pour tout vous avouer, vous l'avez exposé dans la description que vous avez faite de moi. J'étais un ancien coureur jadis et un coureur d'athlétisme, 2500 mètres de cross-country. Donc, et nous savons que le 1500 mètres est la course reine des Jeux Olympiques. Mais là, je me suis un petit peu éloigné et je reviens à votre question sur les Jeux Olympiques. Effectivement, le continent africain n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques. Alors, c'est un événement sportif qui existe depuis la fin du 19e siècle, 1896. Cette grande compétition a tourné dans tous les grands pays occidentaux, mais jamais en Afrique. Je rappelle que l'Afrique du Sud avait accueilli la Coupe du Monde en 2010, mais aucun pays africain pour les Jeux Olympiques. Alors, je dirais que l'attribution ou la candidature pour accueillir les Jeux Olympiques est beaucoup plus difficile, car elle nécessite de plus grands moyens financiers, de plus grands moyens d'infrastructure. Donc la question que nous pourrions nous poser aujourd'hui, quel pays africain est en capacité de pouvoir accueillir les Jeux Olympiques ? Je ne vois que l'Algérie ou le Maroc. L'Afrique du Sud, comme je viens de le rappeler, a déjà accueilli la Coupe du Monde en 2010, donc il faut diversifier les pays. Donc sur le continent africain, encore une fois, là, je verrais bien, en tout cas si j'étais un acteur sportif de premier plan de l'un des 3 pays de l'Afrique du Nord, je ferais une candidature conjointe comme celle du football entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie pour candidater à l'organisation des Jeux Olympiques. Parlons maintenant plutôt des athlètes eux-mêmes et non pas des pays. Contrairement au Qatar, qui a un passé qui est très pauvre du point de vue de l'élite athlétique et sportive de manière générale, des pays comme la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc ont été par le passé de très grands producteurs de médaillés olympiques, de footballeurs, de handballeurs de qualité mondiale. Pourquoi ces pays, aujourd'hui, en 2023, n'arrivent pas à, non pas se hisser, mais à se maintenir parmi l'élite internationale, alors que leurs éléments, leurs nationaux, sont pour la plupart en train de briller dans les championnats européens ou d'Amérique du Nord? Alors, excellente question, Akram. Là, vous venez de terminer votre propos par les footballeurs qui jouent dans les clubs européens. Très souvent, lorsqu'on parle sport, et plus particulièrement sport dans le monde arabe, on pense immédiatement au football, car c'est le sport, un sport populaire par excellence, qui ne demande pas de grands moyens, et lorsque nous sommes enfants dans les quartiers populaires, on peut jouer avec un ballon fait main. Mais le sport ne contient pas que cette discipline, le football. Pourquoi je me permets d'insister sur ce point-là ? Vous venez d'évoquer la dichotomie entre les athlètes du Qatar, petit pays modeste dans la production de ses athlètes, mais justement la particularité de l'Afrique du Nord, comme vous venez de le rappeler, a produit de grands athlètes. Et comme je vous l'ai dit, si vous me permettez ce détour, l'athlétisme qui était un de mes dadas pour l'avoir pratiqué, l'Afrique du Nord, et notamment le Maroc et l'Algérie, mais la Tunisie aussi, a produit de grands coureurs, d'excellents coureurs. Je pense notamment à Saïd Aouita, qui très tôt dans les années 80 est venu concurrencer les grands athlètes anglais tels que Steve Cram ou Sébastien Coe, qui dominaient de l'athlétisme à l'époque.
Vous aviez l'athlète algérien Noureddine Morceli, médaillé d'or, et un autre athlète marocain dont le nom m'échappe, mais il me reviendra, qui a été médaillé d'or. Vous aviez Nawal Moutawakil qui avait remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Vous aviez également l'athlète algérienne Boulmerka qui avait remporté le 1500 mètres qui aux Jeux de Barcelone. Donc vous avez une multitude d'athlètes, fort heureusement, qui ont brillé, mais malheureusement, comme vous l'avez rappelé, comme une malédiction, il n'y a pas une continuité dans le temps, dans la production d'athlètes. Alors, la première réponse qui me vient à l'esprit, je pense qu'il en est de la responsabilité des fédérations sportives dans ces pays-là, qui n'ont pas eu, et qui, je l'espère, essayent de faire émerger une réelle politique sportive de détection des talents et de faciliter, je dirais, le développement des coureurs pour faire briller ces coureurs dans le monde et, comme je le disais tout à l'heure, renforcer le soft power de ces pays. Je pense que l'ensemble des pays arabes, mais alors là, je dis l'ensemble des pays arabes parce que j'ai à l'esprit le Qatar, dont nous venons de parler, mais aussi de l'Arabie Saoudite qui s'est saisie du sport comme élément de soft power et pour faire parler d'elle dans le monde. Mais je reviens au pays du Maghreb, car c'est ce qui nous intéresse. Votre sujet, c'est la géopolitique du sport en Afrique du Nord. Malheureusement, malgré les moyens financiers qu'ils ont, à la fois le Maroc, la Tunisie, peut-être un peu moins la Tunisie, mais il peut y avoir une part du budget national consacrée au développement du sport, parce que le sport est un élément politique, est un élément, je dirais, de soft power, mais c'est aussi un élément de promotion de la jeunesse, et aussi un élément de développement économique dans ces pays-là. Donc, je dirais, en conclusion de cette question, qu'il semblerait que l'ensemble des pays d'Afrique du Nord se sont saisis de cette problématique et essaient de faire émerger une réelle politique du sport. Vous savez, je rappellerai une grande idée du général de Gaulle dans les années 60. C'est lui qui avait créé l'INSEP en France, l'Institut national du sport, pour justement les grands athlètes. Le général de Gaulle disait « Il n'est pas possible qu'une grande nation comme la France ne brille pas dans les grandes compétitions sportives internationales. » Et c'est pourquoi il avait créé l'INSEP et créé une véritable politique sportive, et nous en voyons le résultat. Mon pays, la France, produit régulièrement des grands athlètes, est présente régulièrement dans les grands moments sportifs mondiaux tels que la Coupe du Monde. Je rappelle que nous avons failli remporter la 3e étoile si l'Argentine ne nous avait pas volé cette coupe, si je puis sortir un petit peu de ma neutralité. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une véritable politique du sport qui émergera dans ces 3 pays, et aussi une association, une plus grande collaboration entre ces 3 pays pour faire réellement émerger le sport au pluriel, toutes les compétitions confondues. Je rappelle, pour conclure sur cette question-là, que la Tunisie a produit de grands escrimeurs, de grands marathoniens, ceci même sous la colonisation française. Donc les talents existent. Là où le bas blesse, c'est la détection des talents et la promotion de ces talents. Voilà, Akram, pour cette question. Maintenant, la question que je me pose, c'est que nous sommes... en fait, c'est une question que je me pose à moi-même. Nous sommes face à non pas des actions étatiques, parce que nous sommes face à des fédérations qui sont en réalité des ONG.
nous sommes aussi face à des instances internationales qui sont elles-mêmes des ONG. La FIFA est une ONG, hein, c'est probablement la plus grosse ONG au monde. Comment faire pour dépasser les écueils politiques qui existent aujourd'hui entre les pays et faire travailler ces organisations entre elles afin de mutualiser les efforts et chercher à rapprocher les personnes. Parce que nous sommes face à des rivalités qui aujourd'hui déteignent sur ce microcosme sportif et qui n'auraient en théorie pas dû déteindre sur ça, au contraire. Donc, quelles seraient, selon vous, les choses à faire de manière informelle ou de manière parallèle aux États pour rapprocher les pays, ou du moins les sportifs et les amateurs de sport de ces différents pays? Vous voulez dire, donc, si j'ai bien compris votre question, c'est comment rapprocher les acteurs sportifs et les fédérations sportives des différents pays, en l'occurrence les 3 pays que nous venons de citer, le Maroc, l'Algérie, Tunisie. J'ai bien compris, c'est bien là votre question? Oui, sans avoir recours aux États. Oui, alors, je vais tenter de répondre à votre question en 2-3 points. Alors, sans faire appel aux États, sans faire appel à leur État, ça me paraît difficile. Surtout sur la dernière ligne droite, pour évoquer une expression sportive. Je m'explique. Les fédérations sportives ou les acteurs sportifs peuvent faire fi de leur État dans un premier temps, mais par la suite, ils sont obligés de travailler avec leur État. Car pour dépasser les frontières, et justement vous évoquez la FIFA, ce sont plutôt les fédérations sportives qui représentent l'État qui vont parler directement à la FIFA. Mais effectivement, tout le travail de terrain qui peut être fait en amont peut être fait sans solliciter les États, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Et je dirais d'ailleurs que la dynamique pourrait venir que du terrain, si vous voulez. Ce sont donc les athlètes, les acteurs, les associations dans ces 3 pays qui doivent montrer l'exemple, si je puis dire, et apporter des résultats pour exposer cela à leur instance nationale, pour leur dire voilà ce que nous avons fait, nous sommes prêts à aller plus loin, maintenant à vous de jouer le jeu. Je pense que c'est comme ça que cela devrait se passer. Après, et est-ce qu'on peut étendre ça, par exemple, à une sorte d'appel de sportifs, de personnalités publiques de l'Afrique du Nord pour joindre leurs efforts afin de proposer une candidature commune aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il faudrait commencer par ça, comme étant élément fédérateur, ou est-ce qu'il faut plutôt faire de la sensibilisation, etc., des appels à la raison ou autre chose? Écoutez, l'appel à la raison, j'y crois peu, parce que, comme on l'a dit au tout départ, le sport et la politique sont étroitement liés. Par contre, je pencherai plutôt sur votre première hypothèse. Moi, je crois, et en tout cas je le souhaite, je pense plutôt à une union des sportifs des 3 pays. Par définition, les athlètes internationaux se retrouvent à l'étranger, donc ils peuvent très bien s'organiser, se rencontrer. S'il y avait des difficultés sur leur territoire national, je pense notamment au Maroc et à l'Algérie, puisque les frontières à la fois aériennes et terrestres sont fermées. Mais je dirais qu'un appel, si vous voulez, de l'ensemble des athlètes marocains, algériens et tunisiens pour promouvoir une candidature justement de ces 3 pays à la Coupe du Monde. Dans un premier temps, plutôt la Coupe du Monde, car comme je le disais tout à l'heure, précédemment, la dimension des Jeux Olympiques est je pense, beaucoup plus grande. Mais effectivement, je crois à cet appel-là, parce que aujourd'hui, vous savez, je parlais tout à l'heure, Akram, de soft power. C'est comment se faire aimer, comment se faire connaître, et comment, je dirais, par extension, séduire. Indéniablement, de mon point de vue, un appel de l'ensemble des athlètes marocains, algériens, tunisiens,
pour accueillir une candidature à la Coupe du Monde ne laisserait pas insensible la FIFA. Et je vous disais précédemment, si vous en souvenez, que la FIFA aujourd'hui, et c'est aussi dans son intérêt d'être un faiseur de paix. Donc je dirais que l'attribution de la Coupe du Monde à ces 3 pays ferait de la FIFA un faiseur de paix, notamment, alors je dis faiseur de paix, il n'y a pas la guerre, fort heureusement, entre l'Algérie et le Maroc, mais en tout cas un faiseur de paix dans la pacification des rivalités, si je peux m'exprimer ainsi. Donc moi je pense sur cette hypothèse-là, car vous savez, les sportifs, au-delà de leur appartenance nationale, aiment le sport, et je pense que à la fois des athlètes marocains, tunisiens et algériens pourraient surmonter, je dirais, les difficultés de leur gouvernement pour s'entendre et faire briller une candidature. Je rappellerai un point. Vous avez rappelé tout à l'heure le Maroc à la demi-finale du Qatar. Eh ben, le peuple algérien s'est réjoui de cette victoire. Vous aviez des Algériens qui étaient très contents de cette victoire. Donc nous voyons bien que la dimension arabe et musulmane a fait vibrer l'ensemble des peuples arabes et notamment l'ensemble des peuples maghrébins. J'espère avoir répondu à votre question, mais n'hésitez pas à approfondir votre question si vous le souhaitez. Brahim, vous avez écrit un très bon article sur le site de la Fondation Rosa Luxembourg, Bureau Afrique du Nord, qui est intitulé La géopolitique du sport en Afrique du Nord, de la diplomatie des mallettes à celle des baskets. Comment voyez-vous justement la concrétisation de ce titre, et quelle idée vous avez justement des méthodes, des voies, des moyens que pourraient utiliser les différents États pour substituer ces modèles de diplomatie l'un par l'autre? Écoutez, je vous remercie de rappeler l'article que j'ai publié à la Fondation Rosa Luxembourg à Tunis. Effectivement, par le titre que j'ai émis, donc des baskets à la place des mallettes, c'est ce que j'essayais de vous dire au tout début. La diplomatie traditionnelle est incarnée par les diplomates, des ambassadeurs. Mais aujourd'hui, moi, je pense fondamentalement, c'était tout l'objet de mon titre, que les joueurs de football, par exemple, sont des ambassadeurs en short. Voilà. Les joueurs d'une équipe nationale sont des ambassadeurs de leur pays. Et je vous disais tout à l'heure que si le sport peut être un élément de coercition, comme vous l'avez rappelé, Akram, il peut être aussi un élément de dialogue. Donc, lorsque vous avez une grande compétition sportive, une grande compétition sportive peut réunir des pays qui ne se parlent pas. Donc, le stade peut être une arène où les acteurs en rivalité peuvent prendre langue. Alors, pour répondre plus concrètement à votre question, comment ça peut se concrétiser? Je dirais le papier que j'ai fait, que vous citez à la Fondation est dans la continuité du propos que nous avons exposé au départ. C'est lorsque nous évoquons justement la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques par le trio Maroc, Algérie, Maroc. J'aimerais rappeler justement, alors de mémoire, une citation de Habib Bourguiba, justement, qui disait très justement, je vais essayer, parce que Habib Bourguiba disait par exemple, à l'indépendance de la Tunisie en 1956, que, alors je ne me souviens pas exactement de la citation, mais vous me pardonnerez si j'ai pas les mots exacts, mais nous avons bien besoin de nous rendre là où se tiennent des compétitions sportives
qu'elle soit arabe ou mondiale. Citation de Habib Bourguiba, qui avait compris très tôt qu'on pouvait choisir le sport pour servir des intérêts nationaux. Et justement, à l'époque de la décolonisation française, les dirigeants politiques marocains, algériens et tunisiens avaient compris très tôt la valeur du sport comme support de l'identité nationale. Je voulais rappeler ça sans m'éloigner de votre question. Donc, et je reviendrai à la citation de Bourguiba, nous avons besoin de nous rendre là où se tiennent des compétitions sportives. J'allais presque dire, si je devais faire parler Bourguiba de nos jours, on pourrait dire nous avons besoin de nous rendre là où se tiennent les réseaux d'influence, et je pense notamment à la FIFA, pour construire une candidature. Car vous l'avez rappelé tout à l'heure, Akram, il y a la version officielle, mais il y a les coulisses. Donc les pays d'Afrique du Nord, si vous me permettez l'expression, doivent apprendre, je dis bien, et même prendre, je dirais, comment se saisir du lobbying et du jeu d'influence. Car l'attribution d'une Coupe du Monde, c'est de la politique, c'est du jeu d'influence. Bien entendu, il faut avoir un excellent dossier. Donc aujourd'hui, si nous prenons un pays comme le Maroc et l'Algérie, ils ont déjà des infrastructures sportives de haut niveau comme les stades. Ils auront le budget pour. Après, je dirais que avant le lobbying et le travail en coulisses pour l'attribution de la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques, c'est de montrer aux yeux du monde comme s'ils étaient prêts aujourd'hui à accueillir cette compétition-là. Donc, je pense au développement des infrastructures, les améliorer, les approfondir, faire parler de ces pays dans les grands médias internationaux, et notamment en Occident, en Europe, mais je pense surtout aux États-Unis, pays dont je viens de revenir. Vous aviez une dimension aujourd'hui très importante, c'est la dimension écologique. Car que nous le souhaitions ou non, même si les pays arabes dans leur ensemble sont assez en retard dans cette question, les pays occidentaux sont bien avancés, c'est une dimension très importante. Donc la dimension écologique aujourd'hui des stades, du pays, des infrastructures, sont un élément à prendre en considération pour un organisme comme la FIFA. J'ajouterai d'autre part les infrastructures de transport, les infrastructures d'accueil, des hôtels. Donc le Maroc est un pays touristique, l'Algérie un peu moins. Donc si j'étais, vous me permettrez peut-être cette prétention, si j'imaginais être à la tête de l'homme qui devait organiser ou porter la candidature de ces trois pays, donc je m'attellerais à un développement, je dirais, je ne trouve pas de terme, forcené, accéléré des infrastructures, du paysage, de faire de la publicité de l'ensemble des trois pays à ces trois du monde avant de candidater à la Coupe du Monde auprès de la FIFA. Barahim Kass, merci beaucoup pour vos excellentes réponses. J'invite tous les auditeurs à lire l'article que vous trouverez dans la description et je vous dis à bientôt. Je vous remercie Akram pour votre invitation et au plaisir de vous entendre à nouveau. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.